Merci d'être avec nous sur TV5 Monde 64 minutes, deuxième partie. Et notre invité ce samedi, Lu Shai, ambassadeur de Chine en France. Merci d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Nous reviendrons avec vous sur le dernier congrès du Parti communiste chinois, sur le cas de Taïwan ou encore sur la guerre en Ukraine. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le président chinois Xi Jinping au terme du 20e congrès du Parti communiste chinois. Écoutez. La Chine ne peut se développer sans le monde, et le monde a également besoin de la Chine. Après plus de 40 ans d'efforts incessants dans la réforme et l'ouverture, nous avons créé deux miracles. Un développement économique rapide et une stabilité sociale à long terme. Xi Jinping, résolument positif lors de ce discours. Il a fixé une direction très claire. Une question toutefois, monsieur l'ambassadeur, lors de ce congrès, on n'a pas vraiment entendu d'autres voix que la sienne, ce qui est pourtant important dans une grande démocratie. Oui, alors le 20e congrès est un événement très important pour la Chine. Il se tient à un moment crucial où la Chine s'engage dans une nouvelle marche vers l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne et s'achemine vers la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire. Donc ce congrès a été très réussi. Vous avez dit que vous n'avez pas entendu des voix différentes, mais vous savez, le Parti communiste a réussi à unifier toutes les parties du parti et du pays pour réaliser notre objectif commun. Monsieur l'ambassadeur, une image a quand même fait beaucoup réagir à l'international. On va la regarder ensemble. C'est la sortie encadrée du prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, lors de la session de clôture, officiellement pour des questions de santé. Vous comprenez que cette image a pu choquer certaines personnes? Alors, avant de faire la remarque sur cette vidéo, je vais vous présenter très succinctement, ce congrès. Le président Xi Jinping a, dans son rapport, dressé le bilan des activités des 5 dernières années et des accomplissements des 10 dernières années du parti. Il a aussi mis en exergue la modernisation chinoise qui partage non seulement les points communs avec la modernisation des autres pays, mais ce cas a des caractéristiques propres. En ce qui concerne cette vidéo, cette image, je pense que les médias occidentaux ont fait une explication déformée. Mais pourtant, on a l'impression qu'il n'a pas envie de sortir, Hu Jintao. C'est un petit peu l'impression qu'on a de l'autre côté. Vous savez, M. Hu Jintao est un homme octogénaire et son état de santé n'est pas très satisfaisant. Là, ils ne semblent pas vouloir partir pourtant. Il est fatigué, je pense, parce que pour un vieillard octogénaire, rester assis pour participer à une réunion pendant plus de 2 heures, c'est fatigant. Il a participé tout le parcours de la réunion d'ouverture qui a duré presque 2 heures. Mais pour la réunion de clôture, je pense qu'il est fatigué. Donc il a demandé de quitter plus tôt. C'est normal, je pense. Est-ce que la presse étrangère était dûment représentés dans ce congrès, et est-ce que les journalistes étrangers qui couvraient le congrès pouvaient interviewer des députés ou des représentants du parti? Oui, je pense que... Mais je n'ai pas suivi les reportages des médias occidentaux, mais je pense qui étaient autorisés à Ils sont autorisés parce que, puisque vous avez cette image, cette vidéo, ça signifie que les médias étrangers sont présents dans la région, dans la réunion, oui, à la réunion, n'est-ce pas?
C'était le moment effectivement où on a ouvert aux médias étrangers. On va venir sur une autre thématique pour avancer un petit peu dans ce débat. Ensemble, on va parler de Taïwan à présent. Hein. Est-ce que la Chine pourrait un jour reconnaître son indépendance? Non, jamais. C'est sûr, c'est certain. Notre position, c'est clair. Résoudre la question de Taïwan et réaliser la réunification complète de la patrie constitue une tâche historique immuable du parti. Donc cette entreprise correspond à l'aspiration commune de tous les Chinois et s'avère indispensable pour réaliser le grand renouveau de la nation chinoise. Mais nous adoptons pour, en priorité, la réunification pacifique. Donc en respectant le principe dit réunification pacifique, un pays, deux systèmes. Mais les Taïwanais n'ont pas l'air d'être tous convaincus de ce souci de se réunir avec ce qui est présenté comme la mère patrie. Et les États-Unis, qui ne reconnaissent pas Taïwan comme un État indépendant, comme un État, disons, souverain, estiment que si un jour les Chinois entament une démarche pour réunifier, comme vous dites, Taïwan à la Chine militairement, ils interviendraient. Est-ce que, selon vous, cette menace américaine peut être dissuasive sur le long terme pour Pékin ou pas? Tout d'abord, la communauté internationale, y compris les grands pays comme les États-Unis et la France, reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine. Et le gouvernement chinois, le gouvernement de la République... C'est la théorie d'une seule Chine, c'est ça? Oui, le principe d'une seule Chine. Tous les pays, presque tous les pays du monde reconnaissent ce principe et adoptent ce principe. Et ce principe constitue le fondement des relations diplomatiques entre la Chine et ces pays-là. Alors, dans ce cas-là, le statu quo, c'est que Taïwan fait partie de la Chine. Donc, maintenant, il existe que, l'administration est séparée, n'est-ce pas? Taïwan, mais c'est légué par l'histoire, mais cela n'a pas changé la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que résoudre la question de Taïwan constitue la tâche historique immuable du parti. Une précision, est-ce que Pékin exclut l'option militaire si jamais, parce que vous le savez, il y a à Taipei un gouvernement taïwanais qui s'oppose radicalement à toute réunification éventuelle avec la Chine, qui s'arme, qui a une armée assez conséquente, qui est idéologiquement très contre cette réunification. Est-ce que, selon vous, Pékin pourrait éventuellement, dans les cas extrêmes, recourir à l'option militaire? Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'on adopte en priorité la façon pacifique. Ça veut dire on veut réaliser une réunification pacifique. C'est-à-dire persuader les Taïwanais que c'est dans leur intérêt de réintégrer la Chine. Oui, on reste attaché au principe d'une seule Chine et au consensus de 1992 qui a été reconnu aussi par le passé par les autorités taïwanaises. Alors, sur cette base, le gouvernement chinois est disposé à procéder avec les partis, groupements politiques et les personnalités de différents milieux de Taïwan à de larges consultations approfondies sur les relations interdétroites et la réunification du pays. Mais on ne peut pas, garantir qu'on n'aura jamais recours à la force. On garde toutes les options ouvertes, mais nous ne ciblons pas, en aucun cas, les compatriotes de Taïwan. Mais ça prendrait quelle forme s'il y avait un acte militaire? Est-ce que vous ouvrez éventuellement les... Ça veut dire, si il y a le cas, il se passe des cas de séparation de Taïwan, on ne peut pas l'empêcher par les moyens pacifiques. On doit recourir, ou bien on doit faire une option non pacifique. Ça vous met en confrontation avec les États-Unis, confrontation directe. Mais c'est
je pense que dans ce cas-là, les États-Unis ne doivent pas intervenir dans cette affaire qui est l'affaire intérieure de la Chine. Monsieur l'ambassadeur, il y a un calendrier dans ce dossier ou pas? Je n'ai pas entendu ce calendrier. En tout cas, il est sur la table. Je ne sais pas. En tout cas, il est Mais sur la table. quand même, le gouvernement chinois, comme l'a dit le président Xi Jinping dans son rapport, on continue à manifester la plus grande sincérité. L'année prochaine, en 2023? Oui. Je vous dis qu'on ne peut pas parler du calendrier. On ne sait pas. Parce que la situation change toujours. Oui. Il faudra attendre l'évolution de la situation. Alors, en tout cas, les Américains réaffirment leur opposition à cette option. Ils disent qu'ils seraient prêts à l'empêcher, même militairement. Mais la position des Américains est en réalité le soutien des autorités de Taïwan d'aller vers l'indépendance. Nous préconisons la réunification pacifique. Mais les Américains font l'indépendance pacifique. Mais c'est déjà porter atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Monsieur l'ambassadeur, un mot à présent sur l'Ukraine. Si vous souhaitez récupérer Taïwan, est-ce que vous comprenez la Russie dans sa guerre face à l'Ukraine? Oui, sur la crise ukrainienne, la position du gouvernement chinois reste constante. Nous sommes pour le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, y compris l'Ukraine. Mais nous pensons qu'il faut tenir aussi des préoccupations de sécurité légitimes de tous les pays, y compris la Russie. Et il faut, savoir les tenants et les aboutissants de cette crise-là. Qu'est-ce qui a entraîné cette crise pour trouver réellement la solution? La Chine est prête à approfondir ses échanges avec la Russie à tous les niveaux. C'est le ministre des Affaires étrangères qui le dit. Oui, bien sûr. La Russie est notre partenaire stratégique. Nous sommes tous les deux pays souverains. Nous avons le droit de développer notre relation bilatérale. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on dit tous les pays occidentaux affirment respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais quand il s'agit de la Chine, de Taïwan, de la question de Taïwan, des hommes politiques en Occident a une autre voie. Est-ce qu'à votre avis, il y a un front anti-Occident qui est en train de se créer en ce moment, Iran, Chine, Russie? Est-ce que vous le sentez Mais je pense qu'il n'existe pas un front anti-Occident. Mais il existe vraiment une séparation, une tendance de séparation entre le monde occidental et le monde non occidental. Est-ce que dans ce cas-là, les Chinois appuient le discours de Vladimir Poutine qui dit que le conflit ukrainien n'est pas seulement un problème territorial et régional, mais qu'il pose une redéfinition d'un nouvel ordre international qui ne serait plus, selon lui, je le cite, dicté par l'hégémonie occidentale, l'hégémonie du dollar, des GAFA, et que donc avec vous, avec les Indiens ou les Brésiliens, il dit que c'est le moment de refonder le système global des relations internationales. Est-ce que vous partagez ce vœu des Russes? J'ai écouté le discours du président Vladimir Poutine. Je pense que le remodelage du système mondial dont il a parlé est plutôt le résultat de cette crise-là, mais pas la cause. La crise ukrainienne tire ses origines dans les tensions sécuritaires régionales qui accumulées en Europe au fil des années. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'attaquer aux racines de cette crise-là pour trouver des solutions effectives. Et justement, je voulais qu'on l'écoute, Vladimir Poutine, le président russe, qui était très critique envers les pays occidentaux. Écoutez.
La période historique de domination sans partage de l'Occident dans les affaires mondiales touche à sa fin. Le monde unipolaire tient du passé. Nous sommes à une frontière historique. Voilà pour cette discours de Vladimir Poutine. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde, nous a rejoint puisqu'il avait beaucoup de questions à présent concernant l'Afrique à vous poser, monsieur l'ambassadeur. Oui, de l'Afrique. Monsieur l'ambassadeur, première question, la dette. La Chine est devenue le principal créancier du continent. Les pays africains réclament à corps et à cri l'annulation de la dette. Est-ce que votre pays va annuler la dette de l'Afrique? Alors, tout d'abord, je dois dire que la Chine n'est pas le créancier le plus important des pays africains. Le créancier le plus important, ce sont des créanciers occidentaux. Les dettes que les pays africains doivent à la Chine représentent en général seulement 10%. Oui, 10% par rapport à quoi? Par rapport aux dettes extérieures des pays africains totales. Ouais, ça veut dire représente 10% de la dette totale des pays africains. Donc la plupart des dettes sont dues aux créanciers occidentaux, y compris les créanciers commerciaux, des institutions internationales et des pays occidentaux. D'accord, vous contestez les chiffres, mais là ma question c'est, est-ce que vous allez annuler la dette? Est-ce que vous allez donner une suite favorable à la demande des Africains? Vous savez, entre la Chine et les pays africains, nous avons un forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Qui a eu lieu dernièrement. Non. Ah oui, c'est peut-être au niveau... À Dakar, il y a eu une rencontre. C'est FOCAC qui a une conférence tous les 3 ans. À chaque conférence, le gouvernement chinois annule toujours les dettes échues des pays africains. Mais oui, je me rappelle, mais la dernière annulation, c'était quand on prend, ça faisait à peine 1% de la dette totale. Ouais. C'est quasiment une annulation symbolique. Mais quand même, c'est une annulation. Et d'ailleurs, la Chine fait un rééchelonnement ou bien fait la suspension de paiement des services de la dette mais 1%, est-ce dans que le cadre du G20 par rapport à l'ensemble de la dette africaine, 1%. Oui. Alors, est-ce que les pays occidentaux, les créanciers occidentaux ont annulé leurs dettes sur l'Afrique? Non, moi je parle, j'ai en l'occurrence l'ambassadeur de Chine, alors, donc je me permets de parler de la Chine. Les dettes chinoises ne constituent pas un facteur, un facteur pour les pays africains, parce que ces dettes-là, ces prêts-là ont été utilisés pour construire les infrastructures qui créent beaucoup d'opportunités économiques pour les pays africains. Par exemple, le chemin de fer à Kenya. Je voulais parler justement des infrastructures. La Chine construit beaucoup d'infrastructures en Afrique. Dans certains cas, on a vu des types de contrats qui étaient échange d'accès aux ressources contre construction de grandes infrastructures, comme au Sénégal avec les accords de pêche, en RDC. Est-ce que cette méthode est équilibrée? Est-ce que cette méthode n'est pas une sorte de pillage des ressources? Ce sera la dernière question, puisqu'il nous reste une trentaine de secondes, donc ça sera la question pour Alors, ce n'est pas un pillage, il faut dire. Alors, c'est un échange commercial, n'est-ce pas, d'égal à égal. Parce que pour construire, les pays africains ont besoin des infrastructures, mais ils n'ont pas d'argent. Donc la Chine construit ces infrastructures pour eux, pas toucher l'argent tout de suite, n'est-ce pas? On achète, en réalité, on achète les ressources naturelles aux pays africains comme récompense de ces projets d'infrastructure. C'est, comment dire, normal, n'est-ce pas? Merci, monsieur l'ambassadeur. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Ousmane Diaye, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et merci à vous, monsieur l'ambassadeur Liu Sha, ambassadeur de Chine en France, d'avoir répondu à toutes ces questions. On a essayé d'avoir pu aborder le plus de sujets possible avec vous. Merci beaucoup.